journée qui, j'espère, a été intéressante pour beaucoup, pour tout le monde, j'espère. J'ai un spécial dédicace. C'est une dédicace pour Monsieur Bruno Le Gall, je ne sais pas s'il est là, j'espère qu'il est là, qui fête de Lorient, qui fête ses 25 ans de CESA d'aujourd'hui et qui part à la retraite ce soir. Donc, une pensée pour lui. Donc on va finir avec Jocelyn Lachance, qui est un anthropologue, socio-anthropologue, maître de conférence à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et qui a réfléchi depuis un petit moment sur la question du numérique. Et donc c'est sur ce thème-là qu'on a souhaité pouvoir échanger avec lui. Alors, dans la préparation, donc, il va nous faire une présentation de ses réflexions, de ses questions, mais on espère que ça viendra susciter des questions et des échanges. Le but, c'est de finir sur un temps très interactif et convivial. Et puis, on finira avec nos amis de Clown en route qui nous permettront de finir sur un grand éclat de rire, j'espère, cette journée. Monsieur Lachance, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et je voudrais commencer juste en félicitant les organisateurs pour leur persévérance, puisque depuis, évidemment, comme vous le savez, depuis 2 ans, non seulement les événements sont toujours très compliqués à organiser, et c'est d'autant plus vrai maintenant avec évidemment le COVID. Donc, félicitations et merci pour votre persévérance. Alors, cet après-midi, je vais vous parler de ces adolescents, de leur rapport au numérique. C'est important de vous dire que d'emblée, je suis spécialisé sur la question de l'adolescence. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, je m'intéresse à leur représentation tout simplement et en toute humilité, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est de les rencontrer, de discuter avec eux et d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière leur pratique. Et depuis une quinzaine d'années, eh bien, je suis périodiquement tout à fait étonné de ce qu'on me raconte, tout à fait surpris, puisque, comme vous le verrez, c'est ce que j'essaierai de montrer aujourd'hui, c'est que il me semble important de nous rappeler qu'il y a du sens derrière des pratiques qui parfois nous semblent a priori futiles, parfois même, j'ai envie de dire, insignifiantes de l'extérieur, même parfois étranges. Hein? Et je vais essayer de vous sensibiliser au fait que certaines fois, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'investissement émotionnel et de sens qu'on le croit derrière certaines pratiques. Et ça sera une petite invitation à ce détour et évidemment, on prendra le temps d'en discuter par la suite pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait écho à ce que vous voyez, bien entendu, dans votre travail au quotidien, puisque j'imagine que vous êtes tous et toutes confrontés à de tels phénomènes, de tels comportements, parfois un peu plus drôles, parfois un peu plus graves, voire dramatiques, dans vos pratiques quotidiennes. Il y a une chose qui me semble très importante de comprendre d'abord, c'est qu'on ne peut pas parler du rapport au numérique des adolescents sans pointer une chose qui me semble très importante dans la construction de l'identité ou la formation de l'identité contemporaine. Et ça m'étonne toujours quand j'entends des collègues parler du numérique sans revenir sur cette dimension qui me semble vraiment essentielle. Et je pense que vous le voyez tout de suite dans votre pratique, il y a un lien fort entre formation de l'identité, problématiques identitaires, douleur, souffrance parfois même, et certaines formes de prise de risque, certaines formes de comportement qui passent par le numérique. Et je vais, si vous me le permettez, mettre l'accent sur quelque chose dont on entend beaucoup parler, quelque chose que vous connaissez très bien et qui nous permet peut-être de mieux comprendre une logique, j'ai envie de dire générale, qui même transversale, à plusieurs comportements qu'on voit chez les adolescents quand ils utilisent les outils numériques.
Alors, comme on le sait, on ne devient plus adulte comme autrefois, c'est quelque chose qu'on sait. Et depuis déjà, et je fais exprès pour appuyer sur cet aspect, ça fait déjà au moins 25 ans en sociologie qu'on dit les adolescents deviennent adultes par l'expérimentation. Moi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'expérimentation, faire des tests. Les ados sont dans un monde moins déterminé, on leur dit un peu « deviens quelqu'un, trace ton destin, fais ta vie, fais des choix. Tu as une liberté que moi-même ou que tes grands-parents n'avaient pas. Et en même temps, tu dois faire des choix et assumer ces choix. » Et ça se traduit très concrètement dans le quotidien par ce qu'on appelle l'expérimentation, c'est-à-dire faire des tests, faire des essais, tenter des choses, voir si. Hein? Et au départ, quand on a théorisé ça en sociologie, on parlait du travail. On parlait du travail. Vous allez devenir un peu moins comme vos parents dans le monde du travail, donc vous devez expérimenter des positions sociales, des positions qui ne sont pas celles qu'on vous a apprises dans la famille. Et donc, vous devez expérimenter, faire des tests. Mais avec le temps, et vous l'avez vu, vous l'avez connu vous-même, bien, l'expérimentation a commencé, j'ai envie de dire, à s'appliquer à tous les champs de l'existence. Le modèle familial, qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce qu'une relation amoureuse? Qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme? Et aujourd'hui, vous le voyez, même dans le domaine du genre, il y a des expérimentations qui se multiplient, des tests pour savoir, pour voir si, pour tenter des choses, des versions de soi-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est communément admis, qu'on connaît bien. Par contre, il y a une chose très importante, c'est que l'expérimentation va au moins changer deux choses particulièrement significatives. La première chose, c'est qu'on comprend bien que l'expérimentation, en fait, c'est pour conjurer l'incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas quel choix on veut faire, on fait des tests. Et donc, c'est pour conjurer l'incertitude. Alors, la question que je vous pose, c'est, si vous aviez à faire une expérimentation dans le but de faire un choix, et que ce choix vise à conjurer l'incertitude, est-ce que vous allez attendre longtemps avant d'avoir une réponse pour attribuer une valeur à ce choix? Si c'est pour conjurer l'incertitude, est-ce qu'au fond, vous allez être dans l'attente? Est-ce que vous allez vous dire, OK, je fais une expérimentation, je pense que c'est ça être un homme, regarde. Je pense que c'est ça être une femme, regarde. Est-ce que vous allez attendre des semaines, des mois avant d'avoir une réponse, de solliciter le regard de l'autre? Eh bien, probablement non. Et c'est une des choses que l'expérimentation change. Elle change radicalement le rapport à la reconnaissance, le rapport à la temporalité de la reconnaissance. Vous savez, souvent on dit, les réseaux sociaux ont provoqué de l'instantanéité dans la vie des adolescents. Or, du point de vue de l'identité, cette quête de l'instantanéité préexistait en fait aux réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux ont été massivement envahis par les jeunes très rapidement dès leur départ. Ils permettaient de solliciter le regard de l'autre très rapidement, de façon instantanée, alors que c'était déjà, en quelque sorte, inscrit dans les modalités de formation de l'identité. Ce n'est pas une évidence, hein? C'est-à-dire qu'on aurait pu voir un monde dans lequel, à l'époque, Facebook serait apparu, puis ensuite ses petits amis, Instagram, Snapchat et autres, et maintenant TikTok, ils auraient pu apparaître dans un monde où les ados n'auraient pas apprécié ces technologies. Ils auraient pu les mettre à distance. Mais elles répondaient, entre autres, à cette première possibilité dans la société de l'expérimentation, pouvoir solliciter le regard de l'autre dans le moment présent, avoir une réponse beaucoup plus rapide à ces expérimentations, conjurer l'incertitude. Et quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, une des logiques qu'on voit le plus souvent, c'est précisément celle-ci. Mise en scène d'une expérimentation, publication, validation, invalidation. Je crois en ces idées politiques. Validation, invalidation. Je pense que c'est ça être un garçon ou une fille. Je pense que c'est ça avoir une relation amoureuse significative. Invalidation, invalidation. Et en permanence, on est dans cette logique. L'autre problème que pose la question de l'expérimentation, c'est qu'on
on est dans une société, vous l'avez compris, où on dit de façon paradoxale aux plus jeunes, construis ton existence, fais ta vie, tu es libre de devenir qui tu veux, quelque part. Fais des choix, mais tu ne seras jamais certain que l'on validera ces choix. Sois qui tu veux. D'accord, papa, maman, je veux devenir artiste. Okay. Fais ce que tu veux de ta vie. Je suis gay. Et vous voyez cette contradiction avec cette belle liberté. On dit aux adolescents, vous avez une liberté, vous pouvez être qui vous voulez, et en même temps, la validation n'est jamais certaine. Et les réseaux sociaux et les technologies de l'information et de la communication offrent quoi? Eh bien, elles offrent tout un éventail de possibilités de regards à interpeller. Autrement dit, si dans son quotidien, les regards trouvés ne permettent pas une validation de ses choix qui apparemment sont libres, eh bien, il est toujours possible d'aller ailleurs. Interpeller le regard d'un ami éloigné par la distance, ses parents aussi, lorsqu'on est séparés. Interpeller l'audience imaginée, c'est-à-dire sur un mur ou sur une story, un regard plus ou moins déterminé. Interpeller des gens jamais rencontrés en face à face, des camarades sur les jeux vidéo, etc. Et donc, vous voyez, une des explications du succès des réseaux sociaux réside dans quelque chose qui était fondamentalement inscrit dans les modalités de formation de l'identité. Et bien entendu, ces réseaux, ces technologies vont amplifier, accélérer et rendre visible cette démarche de formation de l'identité. Alors, cette petite introduction est importante parce qu'elle a des incidences, évidemment, sur par la suite ce qu'on pourrait appeler d'une part nos représentations adultocentrées des bonnes pratiques et de la bonne distance. C'est-à-dire les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils font? Qui ils rencontrent? Qu'est-ce qu'ils voient? Quel contenu ils partagent? Et la bonne distance, c'est-à-dire leur capacité à mettre les technologies à l'écart, leur capacité à se déconnecter, à ne pas se replier sur les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour rester dans l'espace physique. Bonne pratique, bonne distance. Alors, quelques mots sur les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques. Alors, un des problèmes majeurs, c'est que, à mon avis, parfois, on n'a peut-être pas tout à fait pleinement conscience des prises de risques symboliques que les adolescents prennent à travers l'usage des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire celles qui nous décrivent dans les entretiens, celles qu'ils prennent et qui sont importantes pour eux et pour elles, au regard de ce que nous, on va mettre en avant comme prises de risques qui sont forcément légitimes, mais qui sont toujours interreliées. Et je vais donner un exemple très concret pour vous montrer à quel point on peut être surpris. Et si vous faites vous-même dans votre quotidien ce test en cherchant, en essayant de voir qu'est-ce qui se cache derrière des pratiques parfois futiles, en apparence futiles, eh bien, on a toujours des surprises. Un jour, dans un entretien, je demande à une jeune fille elle a 15 ans à peu près, comme ça, et je lui pose la question, « As-tu déjà pris un risque avec un selfie? » Et là, en tant que sociologue, j'ai mes hypothèses. Et elle me répond avec les yeux qui brillent, « Ah oui, j'ai déjà pris un risque avec un selfie. » Et là, quand vous entendez cette réponse, vous avez aussi vos hypothèses. Et il se peut que vos hypothèses font partie d'une des deux catégories suivantes. La première, ce n'était pas vraiment un selfie. C'était un selfie qui en montrait un peu plus. C'est un selfie qui n'était pas un selfie, qui était peut-être un nude ou un sexto. Et elle l'a diffusé et le risque, c'est dans le moment de la diffusion. Première catégorie. Et l'autre catégorie de risque, c'est peut-être, vous vous dites, elle était sur un quai de gare,
auprès d'une autoroute. Et elle a reculé, elle était tellement omnibulée par l'image qu'elle avait d'elle-même qu'elle a failli se faire frapper par une bagnole ou par un train. Deuxième catégorie. Alors, cette jeune fille, elle me dit, je dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer quel est le risque? Elle me dit, oui, tu sais, la première fois que j'ai pris un selfie en public. Et je dis, mais tu peux m'expliquer? Et elle me dit, mais tu sais, la première fois que j'ai osé prendre une photo de moi-même devant les autres, de leur signifier que j'avais autant d'importance qu'eux et qu'elles, eh bien là, j'ai vraiment pris un risque et j'étais très fier de moi. Alors, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres pour vous dire simplement ceci, c'est que jamais j'aurais imaginé avant qu'on puisse investir émotionnellement à ce niveau et symboliquement à ce niveau ce moment du selfie. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les adolescents et les adolescentes prennent en permanence des risques symboliques à travers leur diffusion, leurs actes photographiques. Et nous, en face, on arrive avec des risques adulto-centrés. Et la question qui se pose, c'est lorsqu'ils sont dans des moments de décision, de choix à faire, quel risque va compter le plus? Et est-ce que nous, lorsqu'on arrive face à eux et que nous parlons des risques légitimes, mais qui sont les nôtres, qui sont légitimes, mais qui sont les nôtres, est-ce qu'au fond, sans connaître ces risques symboliques, sans avoir conscience de l'importance qu'ils peuvent prendre dans la vie des ados, est-ce que notre discours peut être efficace? Et je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Est-ce que, comme on le sait, souvent, des adolescents, mais les humains en général, lorsqu'ils prennent un risque, ils mettent dans la balance différents risques. Or, si on arrive avec un discours de risque adulto-centré, sans pouvoir imaginer des risques symboliques qui jouent un rôle important dans leur vie, peut-être que le discours de prévention va être un peu moins efficace qu'on pourrait l'espérer. Prenons l'exemple des nudes et des sextos, parce que c'est une question qui revient très, très souvent. Qu'est-ce qu'on voit quand on échange à ce sujet avec des jeunes, souvent des jeunes adultes qui reviennent sur leurs dernières années? Bien, il y a deux types. Le premier type, ce sont les échanges de photos à caractère sexuel entre personnes qui sont, j'ai envie de dire, des rituels de séduction. C'est-à-dire que, dans ce cas de figure, vous êtes dans un couple ou dans un couple qui démarre et les échanges de sextos, en fait, ont souvent la fonction suivante de l'aveu des jeunes eux-mêmes, c'est qu'ils préparent au risque de la confrontation dans l'intimité. C'est-à-dire qu'avant même de confronter son corps dans l'intimité, eh bien, on se prépare. On crée un intermédiaire. On échange des photos pour se voir juste avant. Et même certains jeunes, dans des enquêtes, nous ont dit prendre des photos d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes pour se regarder de l'extérieur, s'évaluer, se mesurer, se regarder, avec cette idée de se préparer à montrer leur corps dans l'intimité. Et donc, vous voyez, vous êtes dans une création d'intermédiaires, façon de se regarder de l'extérieur, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très étonnant, puisque se regarder de l'extérieur fait partie de la formation d'identité contemporaine. On se regarde tous de l'extérieur. Vous partez et puis vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, non, c'est pas ça, j'ai pas fait ça. » Oui. La réflexivité, le début de la réflexivité. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas qu'on connaît aussi, et qui est plus problématique, bien entendu, c'est lorsque une adolescente ou un adolescent envoie une photo à caractère sexuel, compromettante, donc, et qu'il le fait ou qu'elle le fait précisément parce qu'elle le sait ou il le sait au fond qu'il y a un risque de diffusion. Alors, je m'explique.
il y a une norme chez les adolescents et les adolescentes que vous avez probablement repérée, c'est qu'à un moment donné, il faut prouver et afficher que l'on a des relations privilégiées. C'est-à-dire qu'on a des best friends, des meilleurs amis, qu'on peut être le confident de quelqu'un et pas des autres, qu'on peut avoir un petit copain, une petite copine. Ce sont des relations privilégiées. Hein, c'est un marqueur du grandir. Montrer qu'on sait avoir des relations privilégiées, les départir des connaissances, faire le tri. Et vous savez très bien, puisque ceux qui n'y arrivent pas, généralement, sont exclus et sont mis un peu de côté. On les nomme les sans-amis, les rejets. C'est ceux qui ne sont pas capables d'afficher qu'ils font partie de ce groupe d'ados, non pas qu'ils sont tous amis ensemble, mais qui sont capables de montrer qu'ils ont des relations privilégiées. Or, comme vous le savez, certains ont plus de mal. Alors, une des façons, c'est de se mettre dans des situations qui vont prouver à la personne elle-même qu'ils peuvent avoir confiance. Exemple, des sextos et des nudes. Si je vous envoie une photo compromettante de moi, je ne le ferai pas, je vous rassure, et que vous la recevez, vous pouvez la diffuser quand vous voulez, en un clic. Très facile. Alors, si je vous envoie une photo compromettante de moi et que vous ne l'envoyez pas, eh bien, je peux lire cette situation comme une preuve évidente que je peux vous faire confiance. Et donc, dans l'exemple du sexto et du nude à risque, j'ai envie de dire, il y a très souvent cette logique. Hein, ce qu'on appelle une logique performative. C'est-à-dire que c'est le geste qui crée la relation dans l'esprit de la personne. Je t'envoie un sexto, je t'envoie un nude, je me mets en danger, et puisque tu ne l'envoies pas, eh bien, j'avais raison d'avoir confiance, et maintenant, je peux faire partie de cette norme qui est de pouvoir afficher une relation privilégiée. Alors, vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, l'éducation aux médias, c'est central, on est d'accord. Mais le problème, c'est que l'origine même ici du comportement, eh bien, ce ne sont pas évidemment les dispositifs techniques. Vous voyez, le problème de la confiance, de la relation, d'être dans la norme, qui pose des questions beaucoup plus fondamentales que ce qui est visible, mais qui est, on le sait bien, dramatique, puisque les effets sont décuplés lorsqu'on parle de phénomènes d'humiliation via les photos, comme on le sait. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, finalement, mais quelle est la norme qui est derrière? Parce que lorsqu'on ne se pose pas cette question, on n'a pas accès nécessairement au contexte de la signification de la pratique numérique. Et ça devient difficile d'intervenir par la suite. La norme de la relation privilégiée, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi certains vont s'afficher sur les réseaux sociaux et qu'ils vont chercher le nombre. Vous savez, quand vous êtes face à des jeunes qui vous disent tout fier, j'ai 2783 amis, 3227 followers. Quelle est la norme qu'on voit dans la recherche actuellement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, j'ai envie de dire, l'unanimité chez la grande majorité des ados et qui nous permet de voir lorsque ces ados, justement, ne sont pas dans la norme adolescente? Eh bien, généralement, c'est que le nombre est au service de l'affichage et de la valorisation des relations privilégiées. Autrement dit, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Vous êtes sur un mur, une story. Hein? J'ai un petit copain. 3 bonhommes, clin d'œil, 2 cœurs, 20X, 200. Juste en dessous, je connais son nom. 3 petits bonhommes, clin d'œil, 2 cœurs et 20X. Hein? Et en dessous, OK, on va en parler en message privé. Alors là, on se dit, mais pourquoi ils ont démarré leur discussion publiquement? Eh bien, ils sont doublement, triplement gagnants dans cette histoire. Puisqu'elle a montré qu'elle avait un petit copain
Première relation privilégiée. Elle a montré qu'elle savait garder un secret avec sa best friend. Deuxième relation privilégiée. Et en plus, ben, il y a 2733 amis qui peut-être les ont vus. C'est ce qu'on appelle l'audience imaginée. Dana Boyd, sociologue américaine, en parle déjà depuis plusieurs années. Le rôle de l'audience imaginée. Je peux imaginer que 2782, je ne sais pas si j'ai dit ou 83, ça bouge, amis ont pu être vus. Mais vous voyez, c'est le nombre au service de la qualité. C'est la quantité au service de la qualité. Et c'est ça la norme. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsque des jeunes vont sortir de cette norme? Alors vous comprenez que sur le registre des bonnes pratiques, le problème, c'est un problème de contextualisation. Et bien souvent, on n'a accès qu'à une seule partie du contexte. Et il n'y aura pas de grande déclaration choc ici, mais comme vous le voyez avec, entre autres, l'exemple du selfie au départ, eh bien, peut-être la chose la plus importante, c'est de se souvenir qu'avec les générations qui changent, les nouveaux dispositifs techniques, on pourra toujours être surpris et peut-être d'avoir la posture suivante, c'est-à-dire émettre l'hypothèse que derrière la plus insignifiante en apparence des pratiques numériques, il peut y avoir une signification qui, du point de vue psychologique ou anthropologique, est fondamentale. L'image de soi, valorisation par l'autre, reconnaissance. Et on a toujours des surprises. Toujours des surprises, très, très souvent des surprises. Alors, si vous faites partie de ceux qui, lorsque vous faites la cuisine le soir, vous ruminez dans votre coin, « Ah, c'est con, ces jeux vidéo, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con, ces séries, c'est con, c'est con. » Alors, c'est sûr que si un jour, cet adolescent ou cette adolescente a envie de venir vous révéler le sens profond de sa pratique numérique, peut-être que vous ne serez pas l'interlocuteur privilégié. Ça se peut. Et c'est la même chose, c'est le même travail que vous faites avec les familles que vous côtoyez. Est-ce qu'eux-mêmes se mettent avec leurs enfants dans des positions d'interlocuteurs privilégiés par rapport aux pratiques numériques? Et on a toujours des surprises. Il y a quelques jours, j'étais comme ça, il y a un jeune, un ancien gamer, il y a une vingtaine d'années, qui me dit, oui, les gamers, c'est vrai que nous, on cherchait du sens dans tout ça, etc. Je dis, mais vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi? Et vous savez, à chaque fois que je fais ce test avec des gamers, généralement, dans les 2-3 premières phrases, on nous parle de l'école. On nous parle de l'école. Ils mettent en perspective ce qu'ils trouvaient comme forme de valorisation dans les jeux vidéo et qu'ils ne semblaient pas trouver de leur point de vue à l'école. Donc, ce n'est pas nous qui l'inventons. Ce sont des jeunes qui eux-mêmes mettent en perspective ce qui devrait nous faire réfléchir ici sur peut-être la capacité parfois à nous, être capable de valider ou de valoriser certaines qualités qui font partie de ces expérimentations. Ça, c'est du côté des bonnes pratiques, mais il y a aussi la bonne distance. La bonne distance. La bonne distance, est-ce qu'on est capable de se déconnecter? Est-ce que nous sommes des modèles de déconnexion? Alors, la question de la déconnexion est apparue lorsqu'on a fait avec des collègues de l'Université de Pau, où j'enseigne, on a fait une enquête sur le voyage. Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter lorsque vous partez en vacances ou en voyage? Et on a commencé à regarder ce qui se jouait. Et évidemment, c'était un échantillon très, très large. Donc, on avait des jeunes de 18 ans, mais on avait aussi des vrais routards de 75 ans. Et on les interrogeait sur la déconnexion. Et chez les plus jeunes, c'était évidemment des jeunes qui étaient partis en voyage initiatique, 6 mois, 1 an. Et on leur demandait, mais es-tu parti avec ton téléphone? Puis vous savez ce qu'ils nous racontaient? Ils nous disaient tous à peu près la même chose de différentes façons.
nous disait, mais oui, finalement, je suis parti avec mon téléphone, mais je n'avais pas envie de partir avec mon téléphone. Alors pourquoi? Parce que mes parents m'ont fait assez peur pour que je parte avec. Alors là, je me suis posé la question, ça serait quand même sympa de regarder si non seulement cette logique existe lors d'une séparation dans le voyage, mais aussi lors d'une séparation lorsque les enfants ou les adolescents partent chez grand-maman ou chez leurs amis ou qu'ils vont tout simplement à l'école. Est-ce que l'expérience de séparation est la même dans un monde connecté? Et on a déjà un peu la réponse. On a inventé une expression qui est le pacte de connexion, pour essayer de nommer ce qu'on était en train de voir, le pacte de connexion. Alors, le pacte de connexion, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, vous avez des pactes de connexion avec tout le monde que vous connaissez, hein, la plupart, à moins que Roger n'ait pas encore de téléphone. Mais généralement, vous avez un pacte de connexion avec tout le monde. Et le pacte de connexion, c'est le contrat que vous avez passé de façon plus ou moins explicite sur le nombre d'échanges, la fréquence des échanges avec cette personne et sur le délai acceptable de réponse. Et tout de suite, si vous vous posez la question de vos pactes de connexion avec votre entourage, vous vous rendez compte à quel point ils ne sont pas égaux. Hein? C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de Roger, si vous envoyez un texto à Roger qui ne répond pas après une semaine, ce n'est pas grave. Mais si Sophie ne répond pas après 10 minutes top chrono, peut-être que vous allez commencer à trembler un peu. Alors, pacte de connexion qui lie les personnes. Donc, le pacte de connexion, évidemment, est important aujourd'hui dans la culture numérique des enfants et des ados parce qu'évidemment, on est dans une génération, on est avec une génération qui est connectée par sa famille. Connectée par sa famille, et c'est vrai que les sociologues, pendant longtemps, ont parlé de culture numérique des ados. Mais on peut aujourd'hui commencer à mettre en doute qu'il existe purement, j'ai envie de dire, une culture numérique des ados et qu'il existe de plus en plus une culture familiale de la connexion. Et quand on regarde de plus près ce qui se passe dans les familles, eh bien, ça pose des questions, évidemment, sur ce lien numérique qui existe entre les parents et les enfants. Et on a observé quelques comportements qui sont émergents. Je ne peux pas dire quantitativement s'ils sont nombreux, mais c'est quelque chose sur lequel on peut échanger. Un premier comportement qu'on a vu, c'est ce qu'on pourrait appeler la densification des temps morts. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est un lycéen, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais le soir? Est-ce que tu te connectes et tout ça? Il me dit, ah oui, moi, je chatte souvent avec mes amis, etc. Le soir, avant de me coucher. Et puis des fois, évidemment, ça se poursuit. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, tu pourrais leur parler à d'autres moments. Il me dit, mais j'ai pas le temps le jour. Ça va très vite, tu sais, les horaires, les activités, plein de trucs à faire. Je fais OK. Et puis, je dis, oui, mais j'ai dit, mais quand tu sors de ton cours, là, tu peux, je sais pas, déjà, là, tu pourrais chatter avec tes amis s'ils sont pas là présentement. Et il me dit, moi, de toute façon, la première chose que je fais en sortant de mes cours, c'est de répondre aux textos de mes parents. Alors, c'est la première question que je pose. À quel niveau les parents aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, des incitateurs à la connexion répétée? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Celui qui est aussi très, très parlant, c'est la question de l'autonomisation. Parce que si l'autonomisation passe par l'investissement de certains espaces éloignés de la famille, et que l'investissement de ces espaces force les individus que sont les jeunes à trouver des nouvelles ressources, à faire face à l'incertitude, à demander l'aide de d'autres personnes. Est-ce que dans un monde connecté, est-ce qu'en fait on ne met pas à mal ces espaces d'autonomie puisqu'il est toujours possible de revenir et de se replier vers des personnes, j'ai envie de dire, dans lesquelles on est dans des relations confortables?
Je me souviens, il y avait une jeune adulte qui m'avait dit dans un entretien, elle me dit, mais elle me raconte la première fois qu'elle emprunte la bagnole de son beau-père, seule, et qu'elle va mettre de l'essence, vous savez, dans la bagnole, et puis elle me dit qu'elle a un petit souci pour ouvrir la trappe derrière. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, elle dit, j'ai essayé d'appeler mon beau-père. Il n'a pas répondu. Je dis, ben, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, j'ai essayé d'appeler ma mère. Je dis, ben, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai essayé d'appeler mon grand frère. Hey, cet exemple me fait toujours sourire aussi, mais ça pose quand même la question de l'autonomisation, des possibilités qu'offrent les expériences de séparation comme possibilité d'autonomisation. Et là, va revenir quelque chose qu'on voit en permanence, c'est qu'au final, on voit que les adolescents d'aujourd'hui doivent faire des efforts supplémentaires pour se retrouver dans des situations dont nous, on a bénéficié quand on avait leur âge. Bénéficié au sens où on n'avait pas le choix, où on devait aller vers des ressources extérieures. Et aujourd'hui, peut-être qu'une des différences, c'est qu'il y a une inégalité qui se forme entre les ados qui arrivent à résister à la possibilité d'eux, via les technologies de l'information et de la communication, et les autres qui réussissent à recréer des situations semblables. Mais une chose est sûre, c'est que la question de l'effort supplémentaire est bel et bien là. Et donc, ça pose la question de comment on accompagne ces efforts. Et peut-être qu'il faut en finir avec un a priori collectif, c'est cette idée qu'on vivrait que la norme serait l'hyperconnexion. Moi, ce que je peux dire, c'est que du point de vue des entretiens qu'on a menés, sans doute que l'hyperconnexion est j'ai envie de dire, l'aspect visible de ce qu'on voit actuellement dans le comportement des ados, l'hyperconnexion. C'est l'aspect visible. Mais quand on parle avec eux, on se rend compte qu'il y a des tentatives de résistance. On se rend compte qu'il y a même des tentatives de déconnexion. Je me souviens d'un jeune en entretien qui me dit, j'ai dit, mais ça t'arrive de te déconnecter des technologies? Puis il me regarde comme si j'étais un dinosaure. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire là, quand je vais promener mon chien, est-ce que je laisse mon téléphone parfois chez moi? J'ai dit oui. Il dit, ben oui, ça m'arrive. Et vous voyez, c'était intéressant. Et une autre jeune qui dit, mais tu sais, un soir, je me suis dit, là, je vais essayer d'y aller moins parce qu'on nous dit toujours quand même de mettre ça de côté, de faire attention. Et je fais un effort. Et puis, à la fin de la soirée, je retourne dans le salon où il y a l'ordinateur partagé par la famille et je me connecte. Et au moment où je me connecte, qu'est-ce que j'entends? Bon, tu te connectes encore. La connexion est visible. Les moments de déconnexion ne sont pas très souvent repérés. Et même quand on fait le test dans les transports en commun, très souvent on voit les gens connectés et on remarque moins ceux qui ne sont pas connectés, même s'ils le peuvent. Et ça pose la question, est-ce que finalement on a pris pour acquis que les ados étaient hyper connectés, donc, ou est-ce qu'on est encore capable peut-être de vérifier et peut-être de s'emparer de ce désir de déconnexion. Une chose est certaine, les enquêtes sur les cadres supérieurs, il y a déjà très longtemps, montraient que ceux qui vivaient l'hyperconnexion très, très rapidement dans leur carrière de connecté étaient tous dans des logiques de déconnexion volontaire. On en revient. Et on peut imaginer que les plus jeunes en reviennent assez vite et peut-être plus vite qu'on le croit. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de la surface et de l'apparence de cette hyperconnexion pour peut-être vérifier s'il n'y a pas des interstices, des possibilités? Il y a un lien, et je pense que je vais terminer avec cet exemple, parce que j'imagine que le temps passe. Il y a un lien entre bonne pratique et bonne distance. Et parfois, on ne perçoit pas ce lien, en fait. On ne le perçoit pas. Et parfois, derrière ce que l'on croit appartenir à la culture adolescente, se cache, en arrière-plan, le comportement des parents.
ou des adultes. Et je vais vous donner un exemple. Je vais l'appeler Cathy aujourd'hui. Alors, Cathy, elle a 17 ans lorsque je parle avec elle et elle me raconte une histoire. Elle me dit, à un moment donné, moi, je mets des photos de soirées festives sur ma story Instagram ou de Snapchat. Je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, elle me dit qu'elle laisse à disposition d'un groupe assez important de personnes des photos qui sont potentiellement, de notre point de vue, compromettantes. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et tout de suite, une fois de plus, on a nos hypothèses en tête. Elle me dit, ah, mais c'est très simple. Un jour, même un soir, je reviens d'une soirée festive et je rentre à la maison. OK? Et là, mes parents m'attendent. Alors, jusqu'à maintenant, aucune surprise. Hein? C'est peut-être un invariant anthropologique que certains ont vécu. Alors, les parents attendent, la jeune fille arrive, et qu'est-ce qui se passe? Autre invariant anthropologique, qui est d'ailleurs un concept de Foucault, le rituel d'aveu se met en place. Hein? Le rituel d'aveu, donc, une personne en position d'autorité qui pose des questions, qui oriente la réponse, qui écoute attentivement. La personne qui est confrontée au rituel d'aveu a compris le jeu, ajuste son discours. Elle le sait qu'ils le savent, ils le savent qu'elle le sait, mais personne ne dit rien. Ça continue, et là, c'est super. Ça s'appelle un espace de co-construction de sens. On lui laisse de l'espace pour pouvoir intérioriser la norme, la règle. Très bien. Mais il se trouve qu'on est dans un monde où le numérique existe, et ses parents savent que Cathy, lorsqu'elle sort, ils savent qu'elle prend des photos. Donne-moi ton téléphone. Prends le téléphone, va chercher les photos, et le rituel d'aveu prend une nouvelle forme. C'est qui, lui? Zoom sur la main droite. C'est une cigarette, ça? Zoom sur l'arrière-plan. Il y a beaucoup de bouteilles vides, etc., etc., etc. Alors, je dis à Cathy, mais comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, elle dit, c'est très simple. Maintenant, quand je sors, je fais 2 albums photos. Un album photo pour mes parents et l'autre que j'envoie sur ma story de Snapchat. Comme ça, mes amis les récupèrent et je peux les conserver. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lachance. Alors, je pense qu'il y aura des réactions, des remarques. J'en ai une quand même tout de suite, c'est que la question du numérique, alors, effectivement, il y a les réseaux, mais il y a aussi les jeux vidéo, de manière globale. Et il y a cette forme d'addiction, en tout cas, qui est repérée comme telle. Je ne sais pas si elle existe complètement, mais en tout cas, l'addiction aux jeux vidéo, et notamment cette volonté pour les adolescents d'être immédiatement dans la reconnaissance immédiate, dans la satisfaction immédiate, dans le refus de toute frustration. Et voilà, et cet enchaînement. Et là, que peut-on faire face à ça? Quelle stratégie mettre en place face à ce type de dérive, finalement, du côté de nos ados? Alors, déjà, la première chose, moi, que j'ai envie de questionner, c'est... Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'addiction n'existe pas aux technologies de l'information et de la communication. Je pense que ça existe. Parce que j'ai des collègues qui défendent l'idée que ça n'existe pas du tout. Moi, je pense que ça existe. Ceci étant dit, voyez, dans votre question, on entremêle 2 choses, addiction et quête de reconnaissance. Pour moi, du point de vue anthropologique, c'est contradictoire. Voyez? C'est que je me dis, si ces personnes sont dans une quête de reconnaissance et que c'est le seul endroit où ils trouvent cette reconnaissance, alors, j'appelle pas ça de l'addiction, j'appelle ça de trouver par défaut une réponse à ce qui est le plus fondamental dans la condition humaine. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je nommais l'exemple des jeux vidéo, c'est toujours ce qu'on voit dans les discours des plus jeunes, c'est toujours une valorisation de compétences. C'est toujours « je me sens bien ». Et vous regardez qu'est-ce qui se passe autour des jeux vidéo. Vous avez des salles de forums, des chats. Pourquoi? Pour discuter, pour se découvrir, pour échanger. Et en fait, ça devient des espaces de valorisation.
Alors, peut-être effectivement que l'addiction existe, mais ça voudrait dire qu'il serait sorti, à mon avis, du registre de sens pour être dans la quête de sensation pour sensation. Et ça existe. Mais je pense que du point de vue de l'intervention, c'est très important de départir les deux parce qu'on ne sera pas sur le même registre. Hein, moi, j'ai souvent des collègues médecins ou psychologues qui me disent « En fait, ton boulot, c'est de s'assurer qu'on ne nous envoie pas tous les jeunes en pensant qu'ils sont dans des conduites addictives. » Parce que si vous prenez un jeune qui est dans une conduite de quête de valorisation, la réponse est la même qu'on appliquait dans les espaces physiques il y a plusieurs années quand il y avait des déficits de reconnaissance. C'était de tenter de diversifier les cercles de reconnaissance, de diversifier les endroits où ces jeunes pouvaient trouver de la valorisation, de manière à ne pas être, j'ai envie de dire, esclaves d'un seul regard. Parce que c'est ça qui se pose comme problème dans les jeux vidéo ou que ce soit dans d'autres espaces. C'est lorsque ces jeunes deviennent finalement assujettis à un regard valorisant. Alors, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on a le sentiment, peut-être, alors là, c'est peut-être du côté des éditeurs de jeux vidéo qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où ils ont fait la même analyse que vous, j'imagine, sur ce besoin de reconnaissance des adolescents, et à partir de là, est-ce que les jeux vidéo, s'appuyant sur ce besoin de reconnaissance, n'engendrent pas des formes de conduite addictive? Voilà. Elle provoque chez les jeunes qui sont en déficit de reconnaissance un surinvestissement émotionnel. Mais pas chez les jeunes qui ont une diversité de cercles de reconnaissance. Parce que vous avez des jeunes, vous savez, on en a tellement entendu des jeunes qui disent « Oui, oui, j'ai été scotché, moi, j'ai été scotché ». Ils utilisent d'ailleurs le discours addictif, hein, ils vont le récupérer. Après, c'est une catégorie, ils la récupèrent. Et là, ils vous disent « Oui, puis tout d'un coup, j'ai trouvé un petit boulot qui m'intéressait à fond et j'ai tout laissé tomber. J'ai rencontré ma petite copine, mon petit copain, j'ai tout laissé tomber. » Donc, pour moi, ça me semble glissant, voire contre-productif, d'appliquer l'idée d'addiction à ces jeunes parce qu'on risque justement d'oublier la souffrance qui est autre chez les jeunes qui sont vraiment dans des conduites addictives. Après, on pourrait dire conduite compulsive ou au fond, on fait le même diagnostic, j'ai envie de dire, sur le problème. Mais de l'appeler addiction, ça amène aussi, et ça je pense que vous le savez mieux que moi, ça peut aussi amener certains individus à ne plus questionner la place qu'ils peuvent jouer. Puisque c'est une addiction et que c'est un rapport à l'objet, bien, peut-être que je ne peux pas faire partie de l'équation. Mais si on dit qu'il y a un problème de reconnaissance, je peux faire partie de l'équation. Merci. Alors, on ne voit toujours rien, hein. Donc s'il y a des gens qui veulent poser des questions, qu'ils se manifestent haut et fort. Le micro arrive. Si vous pouvez vous lever de manière à ce qu'on puisse vous filmer également pour être sûr de... Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ça tombe bien, le film La relation à l'image. Je reviens sur votre première partie d'intervention qui parlait de l'image, effectivement, et de la question de la norme. Ça m'intéresse beaucoup parce que dans vos recherches, je vais poser quelques questions en fait, le rapport avec les valeurs, avec l'éthique, des questions familiales en fait, hein. Le rapport aussi dans la société aujourd'hui avec l'image partout. Et je fais référence aux émissions de télé-réalité, les Marseillais, les Bordelais, les Ch'tis. Donc, qu'est-ce que ça interroge et qu'est-ce que ça renvoie pour des ados, mais peut-être pas que des ados d'ailleurs. Et j'ai une autre question, c'est sur on parlait d'addiction avant. Moi, je voudrais voir si dans vos recherches, vous faites du lien aussi avec la souffrance des adolescents.
Qu'est-ce qui génère des conduites addictives? J'ai pu observer aussi, que j'interviens aussi dans le soutien hospitalier, à des jeunes en tentative de suicide, etc. Donc qui effectivement, par rapport à une pratique et la question de l'image, vient aussi détruire des parcours, ou en tout cas interroger des parcours d'adolescents, et qui sont des adolescents en souffrance. Voilà, c'est assez vaste. Oui, oui. Je vais prendre quelques éléments. Déjà, sur la question de... Vous évoquez les téléréalités. Il y a quelques années, j'ai des étudiants qui ont décidé de travailler sur cette question. Parce que c'est les seuls entretiens que j'ai lus sur cette question du rapport à télé-réalité. Et encore une fois, un objet, j'ai envie de dire, qui peut paraître futile. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes interrogés, qui étaient des fans de ces téléréalités du type marseillais et autres, c'est qu'ils disaient que ça leur permettait de s'identifier et de se désidentifier. C'est-à-dire que c'était des miroirs multiples dans lesquels il est possible de dire « mais ça, c'est pas moi, ça peut être moi, ça peut être lui, etc. » Et au fond, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y avait pas trop de différence avec ce qu'on voit sur les études sur les séries, où on voit l'évolution des personnages, où on peut se comparer, se désidentifier. Alors, je ne sais pas si c'est problématique. Par contre, ce que je peux dire sur la question de l'image qui est particulièrement intéressante, c'est il y a quelques années déjà, la sociologue Monique Dagneau a fait une recension de la plupart des enquêtes quantitatives disponibles concernant les conduites à risque traditionnelles. Ouais, les conduites à risque traditionnelles, violence, sexualité à risque, psychotropes, vitesse, etc. Et elle a montré que pour la première fois depuis les années 80-90, eh bien, il y avait une stagnation, voire une diminution des conduites à risque. Alors, elle émet une hypothèse qui est très intéressante. Elle dit, peut-être qu'une des hypothèses pourquoi, entre autres, la consommation d'alcool et de psychotropes tend à baisser, c'est parce qu'il y a une nouvelle importance accordée à l'image et que donc on chercherait à protéger son image. Alors, c'est intéressant. Pour moi, ce n'est pas, à mon avis, la principale. Pour moi, c'est lié à ce que j'ai dit et ce que j'ai déroulé pendant mon exposé. C'est que Internet, le numérique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo offrent tellement de possibilités de prise de risque symboliques qu'au final, ça sert le plus souvent d'intermédiaire à des prises de risque corporelles. Ce qui est d'ailleurs pas très surprenant parce que c'est ce qu'on fait bien souvent. Vous savez, quand il y a des jeunes qui sont en grande difficulté, qui sont dans des conduites à risque, bien souvent on essaie de leur faire prendre des risques, mais sur d'autres registres. Les voyages de rupture empruntent cette logique. Les risques relationnels, le théâtre d'improvisation, etc. Vous savez, des façons de faire prendre des risques autrement pour pouvoir exister dans la mise à l'épreuve autrement. Et donc, par rapport à l'image de soi, évidemment, il y a des dérives et il y a des gros problèmes qui se posent, évidemment, mais de façon générale, on a l'impression quand même que c'est un territoire du risque qui permet et qui se pose comme un intermédiaire avant des prises de risque corporelles. Alors là, vous avez évoqué la souffrance, donc pour moi, elle est directe. C'est vrai que je ne l'ai pas dit directement dans l'exposé, mais pour moi, c'est clair que dans mon exposé, quand je commence avec l'expérimentation, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le sait, dans les conduites à risque ou les prises de risque importantes, significatives, bien, on sait très bien que ce sont ceux qui souffrent le plus et qui sont le plus dans l'incertitude, disons-le autrement, qui n'arrivent pas à conjurer le sentiment d'incertitude. Donc, pour moi, c'est clair que dans ce que j'ai dit, c'est essentiel. C'est la souffrance profonde qui mène à certains comportements qui sont dévastateurs et qui bien souvent amplifient. Mais évidemment, il y a aussi des victimes de certains comportements. On ne nie pas ça. Mais de façon générale, on est quand même plus... Bien, finalement, les pratiques numériques sont des révélateurs d'une souffrance et viennent parfois l'amplifier. Espérant que ça a répondu à l'ensemble de vos...
Alors moi, j'avais une question. C'était très intéressant sur la question de la séparation et de l'incertitude. Moi, je reçois des ados, pré-ados, et du coup, ils parlent souvent de leurs parents et d'un phénomène un peu nouveau, enfin, en tout cas pour moi, quand ils m'en parlent. C'est le cloud dans les familles, et certains ados sont en permanence sous le regard de leurs parents, et ils savent tous les textos qu'ils envoient, tous les chats, tout, voilà. Et voilà, ça me questionne aussi. Je sais, voilà, c'est difficile de leur donner un positionnement là-dessus ou d'en parler aussi avec les parents, parce que vraiment, ça me questionne. Voilà, quel espace de liberté voilà, bon, je n'ai pas de réponse. Merci. Ça me permet de dire... D'ailleurs, si la question vous intéresse, ça me permet de faire une petite publicité. Un de mes derniers livres, c'est La famille connectée, donc je traite de cette question. Vous savez, moi, quand j'interviens parfois devant plus des groupes de parents, moins professionnels, bon, bien qu'on soit souvent les deux, évidemment, la question que je pose, c'est quel obstacle ces parents s'imposent à eux-mêmes pour la suite? Vous voyez, au lieu de dire vous enfermez vos enfants, il y a aussi la question de mais un jour, il va falloir que ça s'arrête. Et comment ça va s'arrêter? Et c'est encore pire avec les questions de géolocalisation. Parce que vous savez, il y a un pourcentage quand même, semble-t-il, assez important de parents qui maintenant géolocalisent leurs enfants. Alors, la question qui se pose, c'est, étant donné que le processus d'autonomisation appelle à une séparation, et comme vous le savez, à une séparation pour réélaborer les liens parents-enfants, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, cette séparation permet la transformation du lien, devenir parent d'adolescents, devenir parent d'adultes. Comment ces parents vont faire pour eux-mêmes permettre cette séparation? Et moi, je pense que pour l'aborder, c'est peut-être une façon aussi de réfléchir différemment à la question. Et au lieu de toujours mettre l'accent sur « vous enfermez vos enfants », peut-être leur faire réfléchir sur le fait qu'ils peut-être ils s'enferment eux-mêmes dans quelque chose. Et au moment où ils doivent prendre une distance, ils renforcent finalement un élément de surveillance. Et peut-être que c'est une autre façon de l'aborder. Et là, je pense que, évidemment, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour utiliser cette approche. Eh bien, ça nourrit les réflexions intérieures, en tout cas. Bonjour. Je voudrais juste vous poser une question sur la question du temps. C'est-à-dire qu'il y a une vraie déconnexion. Alors, c'est peut-être vrai par ailleurs pour les adolescents qui sont un peu déconnectés du temps, et nous parfois aussi. Mais avec les jeux, enfin pas avec les jeux vidéo, hein, avec tous les portables et ainsi de suite, on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite et qu'il y a une vraie déconnexion du temps. Je ne sais pas si vous avez un peu analysé ça. En fait, j'ai fait ma thèse sur le rapport au temps des ados. Et sur la question du temps, il y a beaucoup de choses importantes à dire parce que c'est vrai que c'est fondamental. Et puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, mais en fait, moi, je suis arrivé au numérique par le temps, c'est-à-dire que c'est le rapport au temps qui m'a intéressé et je me suis intéressé au numérique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer peut-être de mentionner celle qui me semble la plus importante. C'est sur le paradoxe du temps libre. Alors, vous allez voir pourquoi je raconte ça, parce que peut-être que ça donne des éléments aussi de réflexion sur l'interdiction. Je vous explique. Si je vous dis, pendant 1 heure, vous allez écouter une conférence. Alors, vous allez écouter une conférence pendant 1 heure, peut-être que vous allez aller sur votre téléphone un peu, mais à la fin de la conférence, si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu as fait pendant l'heure ?»
Vous allez répondre, ben, j'ai regardé une conférence. Si je vous dis, vous restez à la maison et vous faites ce que vous voulez pendant 1 heure, il se peut que vous commenciez à cuisiner, à partir d'une machine, à appeler un ami. Et là, vous comprenez, le temps libre, c'est le risque de la maximisation, en fait. Et c'est un des paradoxes aujourd'hui, c'est que lorsqu'on laisse un temps totalement libre aux adolescents avec les technologies de l'information et de la communication, on les met dans une position de possibilité de maximisation. Alors, évidemment, il faut qu'ils apprennent à gérer par eux-mêmes, comme nous devons apprendre à gérer par nous-mêmes. Mais ça pose la question quand on se dit, mais est-ce qu'il faut interdire à certains moments, par exemple à l'école? Alors, je ne dirais pas qu'il faut interdire ou pas interdire, mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que face à ce temps libre, dans lequel vous devenez, et ces ados deviennent des gestionnaires à 100% de leur temps, tout le monde n'est pas égal. Et quand on laisse 30 ou 40 adolescents dans cette situation de choix, eh bien, il faudrait presque s'assurer en amont qu'ils soient dans une forme d'égalité par rapport à la capacité de gérer son temps. C'est-à-dire de rester dans l'espace physique, de se concentrer sur une seule tâche et de ressortir avec l'idée « j'ai fait une chose en immersion et pas plusieurs choses en surface ». Et c'est une des questions qui se posent quand on doit prendre des décisions de ce type, puisque vous comprenez que c'est une charge mentale énorme, en fait, qu'on leur fait peser. Donc voilà, vous évoquez la question du temps, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais si vous avez d'autres aspects du temps que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre propos, que je trouve très éclairant. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous aviez des éléments de réflexion supplémentaires à nous apporter quand la pratique des réseaux sociaux concerne des jeunes en situation de handicap psychique ou intellectuel? Voilà. Alors, personnellement, non. Et je vous explique. En fait, ça fait 2 ans qu'avec Marie Danet, que peut-être certains connaissent, qui est une psychologue spécialisée dans les tics dans les familles et chez les enfants, ça fait 2 ans qu'on essaie d'obtenir une subvention pour pouvoir aller de l'avant. Parce que la question que vous me posez là, ce n'est pas évidemment la première fois qu'on me la pose. Et moi, ça fait des années que je n'arrive qu'avec des normes, par rapport, j'ai envie de dire, à des ados lambda. Et donc, la seule chose qu'on a à proposer, c'est de vous poser la question, est-ce que finalement, on peut faire des hypothèses selon lesquelles les comportements des ados que vous côtoyez, est-ce que c'est lié à leur situation spécifique ou est-ce que finalement, c'est lié à leur adolescence lambda, entre guillemets? Et malheureusement, je n'ai pas les réponses, mais il y a l'intérêt qui est vraiment là, qui est présent, et on attend de pouvoir avoir un support pour pouvoir aller de l'avant, puisque c'est le projet numérique qu'on essaie de mettre en place actuellement. Alors que vous comprenez qu'on pourrait aller sur d'autres aspects. Hein? En tout cas, par rapport à l'utilisation de tous ces outils numériques qui parfois sont très compliqués pour les adultes, je crois qu'on a tous fait l'expérience de la très grande capacité d'utilisation de ces outils, y compris pour des adolescents dont on pensait qu'ils n'avaient aucune capacité réelle à pouvoir rentrer en communication, utiliser un smartphone, gérer tout ça. Et voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient révéler aussi, me semble-t-il, alors soit une forme de normalité, parce qu'ils sont ados, comme les autres, soit au contraire qu'ils sont en capacité de pouvoir faire des choses comme les autres, et on s'aperçoit que finalement, ils y arrivent très bien. C'est...